Il lui a donné des coups sur la tête et il l'a étranglée. La fille était en sous-vêtements et nuisette. Maillan aurait ensuite forcé Bello à transporter le cadavre. Toujours selon Lopez, Valérie n'étant pas morte, Maillan aurait donc décidé d'agir. Maillan a achevé la fille à main nue dans la forêt. Nous sommes au beau milieu du mois d'août 1991, à Thaon-les-Vosges, au bord de la Moselle. Aux abords de ce petit village tranquille de l'Est de la France, se trouve la forêt d'Aumagnal. On est dans les Vosges, pas très loin d'Épinal, dans une forêt, on est au mois d'août. Et puis, il y a un gendarme qui est en train de se balader dans cette forêt. Et son chien s'arrête et va voir un petit peu dans la forêt. Il voit son chien qui est attiré, qui a un comportement un peu bizarre. Le gendarme le rappelle, le fait revenir vers lui, il s'approche, il voit des mouches, des dizaines de mouches. Il s'avance, il se demande ce que c'est, si c'est pas un mannequin, et puis il se rend compte que c'est pas un mannequin, mais c'est un cadavre. Le gendarme découvre le corps d'une jeune femme, totalement nue. Et il n'y a plus rien à faire. À première vue, elle est morte. Ce gendarme voit ce cadavre, et donc il va immédiatement aller voir ses collègues pour les alerter. Le militaire ne s'en doute pas encore, mais ce n'est que le début d'un feuilleton judiciaire qui va durer près de 20 ans. La brigade de la gendarmerie de Thaon-les-Vosges arrive rapidement sur les lieux du crime. Les gendarmes, à ce moment-là, ils ont une volonté d'être parfaits. Ils essaient au maximum de relever tous les indices possibles et imaginables. On sent qu'il y a vraiment une volonté de mettre les moyens. En arrivant, les gendarmes relèvent un premier élément troublant. Des traces de pneus, tant en amont qu'en aval du cadavre. C'est pas une forêt où les voitures s'aventurent souvent, c'est pas très facile d'accès, etc., etc. On pense que le corps a été déplacé, le meurtre a eu lieu ailleurs et a été posé là par la suite, car il n'y a pas de sang autour, il n'y a pas de traces de lutte, juste ces traces de pneus d'une voiture qui recule et qui repart dans l'autre sens. Les gendarmes examinent alors la jeune femme elle-même. Cette victime était âgée d'environ 20 ans et était brune châtain. Les enquêteurs vont conclure à quelques ecchymoses sur le corps. Et alors, quelque chose d'un peu plus étonnant, des tout petits impacts sur la peau, sur les bras, sur les jambes. Des plaies superficielles dont l'origine paraît bien mystérieuse pour le moment. En revanche, les enquêteurs ont déjà leur petite idée sur les causes du décès de la jeune femme. La femme a un torchon à carreaux serré fort autour du cou. Donc apparemment, selon les premières constatations, elle est morte comme ça, étouffée, étranglée. Ce simple torchon serait donc l'arme du crime. Reste à trouver un mobile. Et déjà, les enquêteurs écartent une première piste. Elle a tous ses bijoux sur elle, donc apparemment pas un crime crapuleux. Les indices sont maigres, d'autant que rien ne permet d'identifier la victime pour le moment. Aucun vêtement, aucun papier ne sont retrouvés dans la forêt malgré d'intenses recherches. Toutefois, les enquêteurs remarquent un petit détail. Elle a un tatouage sur le lobe de l'oreille, un petit scorpion. Pour aider les gendarmes dans leur enquête, un médecin légiste est dépêché sur place. Et un premier examen du cadavre apporte une information précieuse. Le médecin légiste constate, donne des premières indications sur ce qu'ils appellent à l'époque la rigidité cadavérique. D'après son expertise médico-légale et d'après son examen immédiat, il s'agissait d'une mort récente, à savoir dans la nuit de dimanche à lundi ou dans la matinée de lundi. 8 heures après la découverte du cadavre, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. L'affaire s'annonce particulièrement difficile. Là, le premier soir, je pense que les gendarmes ils ont un corps non identifié. Ils sentent que ça ne va pas forcément être facile. Je pense qu'ils ont conscience qu'une grosse, voire une sale affaire leur tombe dessus, quoi. 13 août 1991, Institut médico-légal de Strasbourg. L'autopsie du corps anonyme de la jeune femme commence avec minutie. L'autopsie, elle constate quoi? Une strangulation, d'abord à main nue et puis aussi à l'aide du torchon qu'on retrouve autour du cou. Des ecchymoses, des coups portés à main nue. Le médecin s'intéresse ensuite aux étranges plaies situées un peu partout sur le corps.
Elle a reçu 49 pics sur le corps. Ils n'ont pas pu l'attribuer à tel ou tel objet. On n'a pas su dire si c'était un couteau, si c'était un pic à barbecue, enfin c'était un objet pointu. Mais il y a une notion de souffrance et de torture qui est évidente à la lecture du rapport d'autopsie. Ensuite, le médecin légiste cherche à vérifier la piste de l'agression sexuelle. Quand on découvre un corps dénudé, on imagine qu'il y ait un viol. Pourtant, d'après les premières analyses, il n'y a pas eu de traces de viol. Alors, pourquoi a-t-on retrouvé la victime nue? Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Impossible de le savoir pour l'instant. Les investigations toxicologiques et biologiques n'apportent pas davantage de renseignements. Seule nouvelle information, et elle est de taille, l'heure précise de la mort que les résultats de l'analyse du contenu de l'œil permettent d'ajuster. Au regard de cette nouvelle analyse, la date de la mort était plutôt 48 heures avant, à savoir dans la nuit de samedi à dimanche. Et non plus, comme on le pensait au départ, dans la nuit du dimanche au lundi ou dans la matinée du lundi. En revanche, à ce stade, les enquêteurs ne connaissent toujours pas l'identité de la victime. Mais cela ne va pas tarder, et cela grâce à la presse. 14 août 1991, 2 jours après la découverte du corps, la nouvelle de la macabre découverte fait la une de la presse locale. Et dès la publication des premiers articles, les gendarmes vont recevoir un coup de téléphone qui devrait faire avancer l'enquête. On a une directrice de centre aéré dans les environs d'Épinal qui se rapproche des gendarmes et qui dit voilà, moi j'ai une personne, une salariée qui s'appelle Valérie Bechtel qui ne s'est pas rendue au travail lundi ni mardi, c'est pas habituel, c'est très étonnant. Alors je m'inquiète parce que j'ai vu qu'il y avait un cadavre retrouvé. Les gendarmes demandent alors à la directrice de venir identifier le corps à la morgue. L'élément d'identification certain, c'est effectivement ce tatouage de ce petit scorpion derrière l'oreille. Le corps qu'on a retrouvé en forêt de Thaon-les-Vosges, c'est bien le corps de Valérie Bechtel. La directrice la connaissait forcément et a donné toute l'identité de la victime. Valérie Bechtel a 20 ans. Et cette animatrice de centre aéré vit encore chez ses parents. Cette directrice, elle va leur dire qui est Valérie, où elle habite à Chavelot, c'est un petit village près d'Épinal. Elle raconte que les parents de Valérie sont actuellement en vacances en Espagne. Un moment particulièrement difficile attend à présent les enquêteurs. Annoncer la terrible nouvelle aux parents de Valérie Bechtel. C'est donc par téléphone que les gendarmes leur annoncent le décès de leur fille. Le papa et la maman de Valérie étaient effondrés, mais vous savez, on n'a pas grand-chose à dire quand vous avez en face de vous des gens qui sont effondrés par la douleur. Les parents de la victime n'ont aucune idée de ce qui a pu arriver à leur fille. Mais une perquisition à leur domicile où habitait Valérie va donner aux enquêteurs des premiers éléments de réponse. « 14 août 1991, à peine arrivés devant le pavillon de la famille Bechtel, à Chavelot, les gendarmes remarquent quelque chose d'anormal. Les enquêteurs s'aperçoivent que l'armier du garage, une petite vitre, a été cassée. Et ce carreau cassé laisse penser aux enquêteurs qu'un rôdeur s'est peut-être introduit dans la maison. L'homme aurait croisé Valérie et les choses auraient dérapé. Pour confirmer leur hypothèse, les gendarmes entrent et aussitôt découvrent d'autres indices qui viennent confirmer leur intuition. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, ils relèvent des traces de lutte et des traces de sang. Ils prélèvent des tapis, ils prélèvent des draps, enfin tout l'ensemble des choses qu'ils peuvent prélever sur une scène de crime présumé, quoi. En fouillant le moindre recoin de la maison, les gendarmes vont faire une autre découverte. De taille, celle-là. Ils vont retrouver une fourche à viande dans la cuisine. Cette fourche à viande les a forcément interpellés, puisqu'ils ont malheureusement constaté sur le corps de la victime 49 plaies punctiformes. En examinant le salon, les enquêteurs découvrent qu'à leur grande surprise, un objet a disparu. Un objet, un seul. On se rend compte qu'un magnétoscope a disparu, le magnétoscope qui est juste sous la télé dans le salon. Donc on se dit, a priori, peut-être c'est un cambriolage qui aurait mal tourné. Et il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour échafauder une hypothèse. Valérie était là au mauvais moment et on l'a tuée sur place et on aurait transporté son corps pour aller la poser dans cette forêt de la Souche. Petit à petit, le scénario commence à prendre forme.
Seulement, comme souvent dans les affaires criminelles, il faut toujours se méfier des apparences. 17 août 1991. Tous les habitants de Chavelot se sont réunis dans la petite église du village pour assister aux obsèques de Valérie. Les gendarmes aussi sont là. Habillés en civil, ils vont se noyer dans la foule. Les enquêteurs viennent souvent aux obsèques, c'est assez fréquent. Et puis, il peut arriver effectivement que les enquêteurs veuillent se fondre dans la foule. Ils viennent à l'enterrement presque comme des copains pour essayer d'entendre ce qui se dit, établir des contacts, etc. Et rapidement, les gendarmes entendent parler d'un certain Christophe Gillot. Les gendarmes ont mené leur petite enquête et ont appris que M. Gillot était le petit ami de Mme Bechtel. Et très vite, les enquêteurs découvrent que le petit ami de la victime n'est pas inconnu des services de police. M. Gillot avait un petit passé, une affaire de stupéfiants. Et bien entendu, il faut savoir que lorsqu'il y a une enquête, les enquêteurs systématiquement se dirigent vers les personnes qui ont un casier judiciaire. Il n'en faut pas plus pour que Christophe Gillot soit interpellé et placé en garde à vue. C'est un des premiers vers lequel, en tout cas, si ce n'est les soupçons, au moins les questions insistantes vont se tourner. C'est lui qui va être cuisiné le premier. Et grâce à Christophe Gillot, les gendarmes vont pouvoir reconstituer l'emploi du temps de la victime le soir du drame. Monsieur Gillot est la dernière personne à l'avoir vu avant le drame. Ils étaient allés ensemble au restaurant, je crois de mémoire que c'était un restaurant chinois. Donc il y a des témoins qui les ont vus les deux, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dispute. Ensuite, ils sont allés boire des verres dans 2 différents bars. Et Christophe Gillot a ramené Valérie Bechtel chez lui parce que la voiture de Valérie était garée chez lui. Christophe Gillot a proposé à Valérie de passer la nuit avec. Elle refuse, elle dit non, c'est trop tôt, je ne te connais pas encore assez bien. Donc il n'insiste pas. Selon les dires de Gillot, Valérie serait ensuite rentrée chez elle. Cependant, les gendarmes s'interrogent. Face aux avances de Christophe et au refus de la jeune femme, le suspect se serait-il énervé? Aurait-il perdu tout contrôle et commis l'irréparable? Les enquêteurs pensent détenir une piste. Mais malheureusement pas pour longtemps, car des témoins l'affirment, Valérie Bechtel a bien regagné sa maison. Valérie Bechtel, quand elle rentre chez elle, les voisins l'entendent, mais la voient. Ils la voient rentrer dans la maison, ils la voient allumer la lumière de sa chambre, et ils la voient l'éteindre. Et puis par ailleurs, Christophe Gillot, il a un alibi. Les témoins l'ont vu ailleurs, chez lui, donc il n'y a aucun souci. Il est relâché à la fin de son audition. Pour les gendarmes, c'est la douche froide. L'enquête repart à zéro. En l'absence de résultats, le malaise s'installe lentement dans la petite localité vosgienne. Les enquêteurs sentent la pression hiérarchique, il faut qu'ils donnent des résultats, il n'y a toujours rien. Puisqu'on n'a pas de suspect, puisqu'on n'a pas de piste, la suspicion, parfois même les dénonciations, grossissent et créent un climat évidemment parfaitement délétère. Un homme va pourtant faire rebondir l'enquête. Un jeune homme qui connaissait très bien la victime. Sans l'ombre d'une piste, les gendarmes décident de fouiller dans la vie de la victime. Ils veulent savoir qui était Valérie Bechtel. Ils multiplient donc les auditions des proches, des amis et de toutes les connaissances de la jeune femme. Je sais qu'ils cherchent à vérifier le passé de Valérie, avec qui elle a été en relation, qui est susceptible de lui en vouloir. Valérie Bechtel est décrite de 2 façons. D'un côté, la jeune femme, justement, très ponctuelle, très appréciée de ses employeurs. Mais il y a aussi la Valérie du soir, si on peut dire, du week-end. C'est pas une délurée, mais c'est une fille qui aime bien profiter, qui aime bien sortir, qui écoute du rock, qui boit, qui fume un peu de temps en temps des joints. Et on va essayer justement d'enquêter là-dessus. On se dit que c'est certainement dans cette zone-là qu'il faut aller. Et justement, Valérie Bechtel fréquentait un petit groupe d'amis amateurs de rock, de drogue et qui aimaient faire la fête. Ces jeunes gens en savent sans doute plus qu'ils n'en disent sur la mort de la jeune femme. C'est ce que les gendarmes se disent. D'ailleurs, l'un d'eux va leur apporter une aide précieuse. C'est là qu'un jeune homme de 20 ans à peine va de lui-même venir parler aux enquêteurs, va venir aider les enquêteurs. Il se transforme même un peu en détective. Le jeune homme en question, c'est Raphaël Maillan. Les enquêteurs le connaissent bien. C'est un ancien petit ami de Valérie et ils l'ont déjà entendu plusieurs fois.
Il se retrouve finalement comme une sorte de porte d'entrée dans un tout petit milieu qu'on cherche à mieux connaître, à mieux identifier, à mieux comprendre. À l'en croire, Raphaël Maillan veut tout mettre en œuvre pour trouver le ou les assassins, quitte à trahir ses amis. C'est ainsi qu'il va confier des informations très sensibles sur un homme, un certain Yann Bello. À l'époque, Yann Bello et Raphaël Maillan sont amis. En fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents, enfin depuis qu'ils ont 13-14 ans. J'ai des soirées, des fêtes ensemble, comme des adolescents, quoi. Leur point commun aussi, c'est qu'ils avaient eu la même petite amie, donc Valérie Bechtel. Raphaël Maillan révèle alors aux enquêteurs que quelques semaines plus tôt, Yann Bello lui avait confié vouloir voler le magnétoscope des Bechtel. Les enquêteurs décident alors d'entendre celui qu'ils considèrent comme le nouveau suspect de l'affaire. Le 23 septembre 1991, Yann Bello est placé en garde à vue. Ce jeune homme de 21 ans est surnommé la grenouille à cause de son apparente fragilité. Yann Bello, c'est un physique tout petit, timide, il a un petit polo avec un pull, on dirait un étudiant anglais, enfin vraiment le gars chétif. Pourtant, les gendarmes ne vont pas s'arrêter à ce physique de premier de la classe. Et d'entrée de jeu, ils interrogent le jeune homme sur le magnétoscope dérobé chez les Bechtel. Lorsqu'on vient lui dire une histoire de magnétoscope, etc., il dit pas du tout. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, je ne sais rien, je comprends pas. Yann Bello nie en bloc. Il n'a rien à voir avec le vol du magnétoscope, ni avec le meurtre de Valérie Bechtel. Concernant son emploi du temps le soir du drame, le jeune homme affirme même disposer d'un alibi. Bello dit « J'étais avec des amis, un ami, on est allé en discothèque. Et puis on est rentré vers 3h, 3h30 du matin. » Je n'ai ni vu ni croisé Valérie Bechtel dans la nuit du samedi soir. Seulement les gendarmes vont vite se rendre compte que Yann Bello leur a menti. 2 personnes vont contredire sa déposition, à commencer par l'ami de Yann Bello, qui l'a accompagné en discothèque le soir du meurtre. Cet ami dit non, on n'est pas rentré à 3h, 3h30, mais plutôt 1 heure avant, à 2h. Deuxième témoin à fragiliser l'alibi de Bello, sa mère. La propre mère de Yann Bello dira « Non, moi je l'ai entendu arriver à 5h du matin ». La mère de Yann Bello fait également part aux enquêteurs d'une remarque pour le moins troublante, faite par son fils. La seconde chose, c'est qu'elle dit « Quand on a retrouvé le cadavre, qui était sans identité, Yann Bello a dit, mon fils, a dit « J'espère que ce n'est pas Valérie ». Évidemment, c'est troublant. Qu'est-ce qui lui faisait croire que ce cadavre pouvait être l'une de ses amies, en l'espèce Valérie Bechtel? Tout semble désormais accabler Yann Bello. Le jeune homme semblait connaître le nom de la victime avant tout le monde. Et il y aurait un trou dans son emploi du temps entre 2h et 5h du matin la nuit du drame. Bello a voulu dérober le magnétoscope chez les Bechtel. Il est tombé nez à nez avec Valérie, il ne s'y attendait pas, les choses ont dégénéré, ça a mal tourné. Pourtant, en vérifiant cette hypothèse, les gendarmes vont réaliser qu'ils n'ont pas affaire à un, mais à 2 suspects. Le 24 septembre 1991, la garde à vue de Yann Bello est prolongée. Les gendarmes l'interrogent sans relâche et l'homme va finir par parler. Ils vont le cuisiner et ils vont lui mettre une pression assez phénoménale. Et à la grande surprise des enquêteurs, Yann Bello va accuser son meilleur ami, Raphaël Maillan, celui-là même qui l'avait dénoncé aux gendarmes. Il dira oui, j'étais là ce soir-là, oui, j'ai cambriolé le magnétoscope, mais j'étais pas seul et c'est pas moi qui ai tué Valérie. Yann Bello va dire je suis allé avec Raphaël Maillan dans la maison des parents Bechtel et puis voilà ce qui s'est passé. Les gendarmes enregistrent la déposition de Bello. Et c'est une histoire incroyable que les officiers vont découvrir. Une histoire qui démarre 3 mois plus tôt. Nous sommes au début de l'été 1991. Bello vient de trouver un nouvel emploi de massicotier dans une papeterie, mais malgré ce travail, il a bien du mal à joindre les 2 bouts.
Intérimaire, son meilleur ami Raphaël Maillan a lui aussi des difficultés pour s'en sortir financièrement. Tous les deux avaient besoin d'argent. Tous les deux ont eu l'idée du vol de ce magnétoscope. Bello et Maillan sont déjà venus chez les Bechtel. Ils savent que leur maison est équipée d'un magnétoscope, un bien qui à l'époque coûte une petite fortune. Bello raconte donc ce qui se serait passé la nuit du drame. C'est moi qui suis allé chercher Raphaël Maillan au domicile de sa sœur à Épinal. Et il m'a ouvert la porte, je suis monté dans le logement, nous avons fumé un pétard, et ensuite, tous les deux, nous sommes partis vers Chablot. Raphaël et moi, nous avons décidé d'aller cambrioler la maison Bechtel. Nous pensions que la maison était inoccupée. Bello et Maillan sont persuadés que ce samedi soir, Valérie Bechtel est restée chez son petit ami. Ils pensent donc que la voie est libre. Le domicile de la famille Bechtel est situé à 8 km à peine de chez Raphaël Maillan. En moins d'un quart d'heure, les deux hommes seraient arrivés devant la maison et ils n'auraient eu aucune difficulté à entrer dans le pavillon. On est passé, comme on faisait tout le temps quand on allait chez elle, par le garage, le petit hublot qui était cassé, on a ouvert la porte. Il monte du sous-sol à l'étage, on arrive dans le couloir. À droite se trouve le salon-salle à manger où se trouve le magnétoscope. À gauche se trouve la cuisine. Ils ouvrent le réfrigérateur pour avoir un peu de lumière. À l'intérieur de la maison, chacun semble avoir son rôle et c'est Bello qui aurait eu pour mission de voler l'objet tant convoité. Pendant qu'il s'affairait à débrancher le magnétoscope dans la pénombre, Raphaël Maillan était chargé de ramasser tous les objets supposément de valeur. Jusque-là, tout se serait bien passé pour les deux cambrioleurs amateurs, mais selon Bello, ce qui devait être un simple vol sans effraction aurait brusquement tourné au drame. Curieusement, Raphaël Maillan va aller dans le couloir, jusqu'au fond, à droite. Il y a la chambre de Valérie. Yann entend un cri féminin. Il monte les escaliers, il va en direction de la chambre de Valérie, et là il voit une scène hallucinante. Valérie en petite tenue, culotte, t-shirt, à genoux sur son lit, et Raphaël, le grand Raphaël, devant elle. Ils ont une altercation violente. Valérie les interpelle tous les deux. En réponse, Raphaël Maillan lui lance une espèce d'énorme gifle, et Raphaël Maillan exhorte Yann Bello à quitter la maison. Selon Yann Bello, voici ce que Raphaël Maillan lui aurait dit à ce moment-là. Il m'a dit « Casse-toi, c'est pas ton affaire, c'est entre Valérie et moi ». Yann Bello raconte alors aux enquêteurs être parti. Je prends ma voiture, je m'en vais, et pris de remords un petit peu avant Épinal, je reviens, je fais machine arrière. Un quart d'heure plus tard, il est de nouveau dans la maison des Bechtel et il trouve Raphaël dans le garage, l'air complètement hagard. Il lui dit Valérie est tombée dans les pommes. Il se rentre dans le salon. Yann Bello continue son récit et voilà ce qu'il raconte aux gendarmes. Je suis retombé sur le corps de Valérie Bechtel qui était dans le salon, allongée par terre. Il affirme même qu'il n'est pas forcément sûr à ce moment-là qu'elle est morte. Yann Bello poursuit sa déposition et affirme que c'est lui qui aurait décidé de se débarrasser du corps de Valérie. Il dit non, moi j'ai pas voulu appeler les policiers, j'ai pas voulu sermonner Raphaël ou quoi que ce soit. Il dit bon bah écoute, on peut pas rester comme ça, on va prendre le corps, c'est sous l'impulsion d'Yann, hein. On va prendre le corps et on va aller le déposer plus loin en forêt. Raphaël Maillan prend Valérie par les épaules, Yann Bello par les jambes, ils la mettent dans la voiture. Yann Bello conduit, Raphaël Maillan est à la place du passager et ils se rendent dans cette forêt à quelques kilomètres de là en pleine nuit. Il dira on laisse le corps là et on repart et on se jure qu'on n'en parle plus jamais. En rentrant chez lui, Yann Bello a le magnétoscope sous le bras, il va le dissimuler dans sa chambre. Yann Bello raconte que le lendemain, sa mère l'aurait disputé car il était rentré trop tard la veille. Puis, il aurait retrouvé Maillan et quelques amis pour une sortie. Et ils font comme si de rien n'était, fort de ce pacte. C'est ainsi que Yann Bello termine sa déposition. Seulement les gendarmes ont bien du mal à y croire. Le jeune homme affirme alors pouvoir prouver ses propos. Il indique aux enquêteurs où se trouve le magnétoscope des Bechtel. Il l'aurait finalement jeté dans une décharge, conscient qu'il s'agissait d'une pièce à conviction.
M. Bello a été considéré comme crédible, en ce sens qu'il a parlé du magnétoscope qui se trouvait dans une décharge. Et lorsque les enquêteurs se sont rendus dans la décharge, ils l'ont retrouvé, ce magnétoscope. Selon la déposition de Yann Bello, tout semble désigner Raphaël Maillan comme le meurtrier. Reste aux gendarmes à entendre celui qui, dans cette affaire, fait désormais figure de suspect numéro 1. 24 septembre 1991, les gendarmes se rendent à Épinal. Ils savent que Raphaël Maillan travaille sur un chantier. Ils lui demandent de les suivre pour l'auditionner à nouveau, sans lui préciser que son ami Yann Bello l'a formellement accusé. Les gendarmes viennent le chercher, sans menottes, sans rien, et lui demandent de l'accompagner au poste. Quand les gendarmes viennent me chercher sur le chantier, je pense qu'ils ont besoin de mon témoignage. Donc il n'imagine pas une seule seconde qu'il soit visé en qualité de auteur principal de cette affaire. Arrivé à la gendarmerie, les enquêteurs annoncent à Raphaël Maillan qu'il est placé en garde à vue, car son meilleur ami Yann Bello l'a dénoncé. Et là, Raphaël tombe des nues. Il hallucine totalement, il se dit c'est pas possible. Il a dit, moi, je conteste formellement, je n'étais pas dans cette maison, ce que dit Bello, ce sont des fariboles, c'est complètement faux. Il va dire aux gendarmes, attendez, c'est moi qui vous a dirigé vers Bello. Vous pensez pas que j'aurais fait ça si j'étais avec lui ce triste samedi soir dans la maison Bechtel? Le jeune intérimaire répète donc aux officiers ce qu'il a déjà déclaré plusieurs fois. La dernière fois que j'ai vu Valérie, il me semble que c'était le samedi soir, elle était avec Christophe Gillot. Je l'ai rencontré dans une galerie ma chambre, on s'est juste dit bonjour et voilà. Selon Raphaël Maillan, ils n'ont fait que se croiser. Le jeune homme précise ensuite aux gendarmes la suite de sa soirée. Il disait que de toute façon, le soir des faits, il était allé boire un verre en ville, qu'il était rentré chez lui, plus exactement chez sa sœur, qu'il avait passé la nuit, que sa sœur n'était pas là ce soir-là, qu'il n'avait absolument aucune preuve de ce qu'il était resté chez sa sœur, qu'il n'était pas sorti de cet appartement, et que le lendemain matin, vers 9-10 heures, Yann Bello était venu le chercher comme c'était prévu pour l'emmener à la piscine en Alsace. Cette dernière partie du récit est le seul point qui coïncide avec ce que dit Yann Bello. Pour savoir lequel des deux hommes dit vrai, les gendarmes vérifient alors l'emploi du temps de Raphaël Maillan le soir du crime. On interroge, bien entendu, les tenanciers de ces établissements. On n'a pas vu. On n'a pas vu Maillan dans ces établissements. Toutes les investigations visant à confirmer ou infirmer son emploi du temps, eh bien, ont tourné à sa totale confusion. Aucun témoin ne peut donc confirmer le déroulement de la soirée. L'étau se resserre autour de Raphaël Maillan. Les enquêteurs vont alors tenter de confondre le suspect et ils lui posent une question a priori anodine. Un gendarme présente à Maillan une fourche à viande et dit à Maillan, ça sert à quoi cet instrument? Quand on monte le pic à viande, j'ai le gendarme qui l'a dans une main et qui explique un petit peu la main comme ça, et puis il me dit à quoi ça pourrait servir. Je vois bien que c'est un pic à viande et je vois bien ce qu'il sous-entend. Alors je lui dis ce qu'il veut entendre, que ça peut servir à piquer quelqu'un. Là, les enquêteurs se regardent, ils se disent non mais c'est pas possible. Là ça y est, on tient notre bonhomme, le tueur de Valérie Bechtel, c'est bien lui, c'est Raphaël Maillan. Comment il peut répondre ça? Pour les enquêteurs, l'affaire semble presque bouclée. Reste à établir les circonstances exactes du crime. S'agit-il réellement d'un cambriolage qui aurait mal tourné? Après l'inculpation de Yann Bello et Raphaël Maillan pour homicide volontaire, le mobile du crime reste flou. Les deux jeunes hommes seront confrontés demain matin dans le bureau du juge d'instruction à Épinal. Après 48 heures de garde à vue, une confrontation est organisée entre les deux inculpés, ceux qui, quelques heures plus tôt, se définissaient encore comme meilleurs amis. Alors que les deux hommes sont conduits au palais de justice d'Épinal, plusieurs journalistes sont présents. Parmi eux, il y a Alain Duzard. Lorsque nous faisons donc la sortie du fourgon de Raphaël Maillan d'un côté et de Yann Bello de l'autre, Yann Bello sort avec la tête baissée et Raphaël Maillan, lui, sort la tête du fourgon et crie « Je n'ai rien fait ». Bello et Maillan arrivent menottés devant le juge d'instruction. La confrontation est extrêmement tendue et Madame le juge d'instruction était
très perplexes. La juge et les enquêteurs savent que cette confrontation peut leur permettre de découvrir lequel des deux hommes a menti. Pour cela, ils vont user d'un stratagème. On va enlever les menottes du grand Maillan et du frêle Bello. Et là, si Maillan est innocent, qu'il a été accusé à tort par Bello, il va lui sauter dessus. Et c'est humain, et c'est logique. Je crois qu'on ne peut absolument pas concevoir qu'un homme normalement constitué qui est accusé à tort par son meilleur ami, par son frère de cœur, on ne peut pas concevoir qu'il ne va pas réagir. Il va se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Il ne va rien se passer. L'absence de réaction de Raphaël Maillan semble alors l'accabler un peu plus. Mais l'homme a une explication. Ce qu'on me reproche, c'est de ne pas avoir assez de véhémence. Mais en même temps, il faut arrêter de penser que les gens doivent crier pour se faire entendre. Normalement, on ne devrait pas faire ça. Vous êtes accusé injustement de quelque chose que vous n'avez pas commis, un crime violent en l'espèce. Vous vous contrôlez, on vous reproche de tout le temps vous contrôler. Vous ne vous contrôlez pas, on vous dit voyez bien que vous êtes violent et que vous ne savez pas vous contrôler. La confrontation débute et très vite les dés semblent jetés. Bello réitère ce qu'il a dit en garde à vue, tandis que Maillan continue de nier toute implication dans cette affaire. Le juge d'instruction disait, mais enfin Maillan, Bello étant votre ami, pourquoi diable votre ami qui vous aime bien, qui vous veut du bien, pourquoi diable lancerait-il contre vous des accusations d'une gravité telle que celle que nous avons dans ce dossier? 1 mois et demi après la mort de Valérie Bechtel, ces deux jeunes hommes sont inculpés du meurtre de la jeune femme. Le juge d'instruction va les inculper et décide dans la foulée de les placer tous les deux en détention. Le 29 septembre 1991, Raphaël Maillan et Yann Bello sont donc placés en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Épinal. Je suis catastrophé de rentrer en prison, mais je ne suis pas très inquiet sur la suite. Parce que je me dis que mon innocence va être vite reconnue. Toute la famille de Raphaël Maillan soutient alors le jeune homme, à commencer par Geneviève Maillan, sa mère. Je suis contente de l'avoir vu, je maintiens toujours qu'il est innocent. Désormais, une simple question se pose. Qui a tué Valérie Bechtel? Yann Bello? Raphaël Maillan? Ou peut-être les deux? Alors que Raphaël Maillan et Yann Bello sont en détention provisoire, l'instruction suit son cours. Les reconstitutions des faits n'ont rien donné. Alors les espoirs des enquêteurs reposent maintenant sur les conclusions des experts scientifiques. Leur but, définir le rôle exact de chacun dans cette histoire. On analyse tout, les cheveux que l'on retrouve dans la voiture de Bello, les traces de sang sur les poignées de porte, partout. Aucune empreinte digitale n'est retrouvée, et à l'époque l'ADN n'existe pas. Pourtant, Raphaël Maillan en est persuadé, la science l'innocentera un jour. Il avait l'espoir que des expertises, à la suite de prélèvements effectués, démontreraient qu'il était totalement étranger à cette affaire. Et il a vécu dans cet espoir pendant de longs moments. Après quelques semaines, les résultats des analyses de la scène de crime tombent. On ne retrouve pas de traces, aucune preuve à charge contre Raphaël Maillan. Devant ce manque d'éléments à charge, Maillan continue de se battre. Son avocat multiplie les demandes de mise en liberté de son client, mais elles sont toutes refusées. Mais il n'a cessé de clamer son innocence, d'écrire au magistrat. Il ne sait plus quoi faire pour prouver son innocence. Alors ça passe par une grève de la faim. Il va demander à être confronté à un détecteur de mensonges. Raphaël Maillan est inculpé, vous le savez, dans le crime de Valérie Bechtel. Il clame son innocence, il a entamé une grève de la faim, il a perdu 6 kilos. Ça peut paraître un peu curieux, si vous voulez, ou un peu loufoque comme attitude, mais c'est celle d'un garçon qui voulait à toute force démontrer son innocence. L'affaire semble piétiner. Mais 2 ans après le meurtre de Valérie Bechtel, elle va prendre un nouveau virage. Août 1993. Plus de 2 ans après le meurtre de Valérie Bechtel, la juge d'instruction prend une décision radicale. Pour elle, les faits sont évidents. Yann Bello lui a dit la vérité, le coupable,
c'est Raphaël Maillan. Bello n'est que complice. Conséquence immédiate, il est remis en liberté. Cette instruction va déboucher, au bout de 2 années d'incarcération, sur un abandon des charges concernant Yann Bello, du chef de meurtre. Les poursuites sont requalifiées, il est juste poursuivi pour recel de cadavres et l'avoir transporté. Yann Bello libéré, c'est un coup dur pour Raphaël Maillan. La requalification des faits pour Yann Bello est de nouveau une catastrophe pour moi, parce que du coup, je deviens le seul coupable et je deviens le coupable idéal. Comme l'institution judiciaire ne peut pas se permettre de laisser un crime impuni, on se dit que nécessairement on tient l'un des deux, etc., et qu'on ne peut pas le laisser s'échapper, alors on fait un choix. Et l'institution judiciaire, à un moment donné, elle choisit une version. À ce moment-là de l'enquête, on peut considérer que, effectivement, ce sont principalement les déclarations de Yann Bello qui entraînent l'inculpation de Raphaël Maillan. Raphaël Maillan, toutefois, ne perd pas tout espoir. Sans preuve matérielle, face à Yann Bello, ce sera parole contre parole. Mais c'est sans compter sur l'apparition d'un nouveau personnage. Nous sommes le 22 septembre 1993 et un nouveau témoin demande à être entendu par les enquêteurs. D'un seul coup, est sorti du chapeau de monsieur le procureur un témoin. Un témoin miracle. Il s'agit d'un certain Lopez et il n'est autre que le co-détenu de Raphaël Maillan. Un détenu qui prétend avoir été en cellule ou avoir été en cours de gym à la maison d'arrêt avec Raphaël Maillan, dit que Raphaël Maillan lui aurait fait des aveux, aurait reconnu être l'auteur du meurtre. Ces révélations sont d'autant plus prises au sérieux que ce Lopez est un homme que les enquêteurs connaissent bien et qui leur semble plutôt crédible. Lopez, d'ailleurs, avait déjà balancé, si je puis ainsi m'exprimer, un autre co-détenu dans une affaire criminelle à Toulon. Et ce que Lopez avait dit au juge de Toulon s'est avéré exact. Donc on a pu supposer que les déclarations de Lopez au juge d'Épinal étaient également exactes. Et voici ce que raconte Lopez au sujet des révélations que Raphaël Maillan lui a faites. Il lui a donné des coups sur la tête et il l'a étranglée. La fille était en sous-vêtements et nuisette. Maillan aurait ensuite forcé Bello à transporter le cadavre. Toujours selon Lopez, Valérie n'étant pas morte, Maillan aurait donc décidé d'agir. Maillan a achevé la fille à main nue dans la forêt. Ensuite, le co-détenu raconte que Bello aurait transporté le magnétoscope chez les Bechtel. Mais les enquêteurs sont circonspects, car plusieurs incohérences émaillent le témoignage de Lopez. Bello, il a dit qu'il avait vu Valérie nue et non pas habillée. Et il dit que c'est lui qui a pris l'initiative d'aller dans la forêt, que Maillan ne l'a pas du tout forcé. Bello ne parle pas du tout de ce corps qui bougerait encore une fois dans le fossé, qu'on aurait dû achever. Et puis surtout, Bello, il n'a jamais ramené le magnétoscope chez les Bechtel, puisqu'il l'a déposé dans la décharge, là où les enquêteurs l'ont retrouvé sur ses indications. Après vérification, Raphaël Maillan et ce nouveau témoin ont bien été incarcérés dans la même prison, mais rien ne prouve qu'ils ont été en contact. Maillan a protesté violemment, disant que Lopez est un affabulateur, un esprit faible. Ça paraît vraiment très douteux. La qualité du témoin n'est pas extraordinaire. Puis en plus, il aurait reçu des confessions. C'est quand même assez étrange, parce que Maillan n'a jamais dit à qui que ce soit d'autre. Je ne vois pas comment il aurait pu choisir un co-détenu pour lui expliquer ça, enfin, qu'il ne connaissait pas. Ça me paraît très très bizarre. Face aux nombreux doutes concernant le témoignage de Lopez, et faute d'éléments matériels à charge, Raphaël Maillan est remis en liberté le 31 décembre 1993, après 27 mois de détention. Dans le doute, faute de véritables preuves matérielles de mobile, Raphaël Maillan est libéré, en demeurant mis en examen pour meurtre. C'est l'explosion de joie, quoi. Voilà, j'ai presque tout laissé, j'ai rien pris, j'ai dit bah, c'est bon, je sors. Voilà. Ça a été un grand moment pour moi et ma famille. Raphaël Maillan a pour interdiction de retourner dans les Vosges ou de prendre contact avec Bello.
Seulement le jeune homme est pourtant loin d'avoir échappé aux griffes des enquêteurs, qui eux pensent que le jeune homme avait peut-être une raison très personnelle de vouloir tuer Valérie Bechtel. Plus de 2 ans et demi après la mort de Valérie, les gendarmes interrogent à nouveau les proches de la jeune femme et découvrent une information inédite. Raphaël Maillan était toujours amoureux de Valérie Bechtel. Ceci étant dit, plusieurs témoignages en attestent. Raphaël Maillan ne cachait pas ses intentions de renouer avec Valérie Bechtel. Fort de ces nouvelles informations, les enquêteurs imaginent alors un nouveau scénario. Pris de jalousie lorsqu'il aurait aperçu Valérie Bechtel quelques heures avant son décès au bras d'un nouveau petit ami, il serait senti humilié et puis cette colère froide serait ressortie quelques heures plus tard à travers des coups. Cette triste nuit de samedi à dimanche où malheureusement Valérie Bechtel se trouve dans sa chambre, dans son lit, est-ce que nous ne sommes pas finalement dans le cadre d'un crime passionnel? Les enquêteurs n'ont aucune preuve pour accréditer cette thèse. Et pourtant, c'est avec cette version des faits, corroborée par Yann Bello, que les 2 jeunes gens vont être renvoyés devant la cour d'assises. De leur côté, les avocats de Maillan tentent de contre-attaquer et fondent tous leurs espoirs sur les progrès de la police scientifique. Depuis le crime, la science a progressé et on peut maintenant, sur ce torchon de cuisine, faire des investigations scientifiques qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Souvenez-vous, un torchon de cuisine avait été retrouvé noué autour du cou de Valérie Bechtel. Retrouver un autre ADN que celui de Raphaël Maillan sur le linge permettrait de l'innocenter. Malheureusement, la cour d'assises a dit non. Nous estimons que nous en savons suffisamment. Ce dossier est complet, l'instruction a suffisamment duré. Le crime est ancien, il faut maintenant juger sur le fond. Le 12 mars 1997, après 4 ans et demi d'instruction, le procès pour le meurtre de Valérie Bechtel s'ouvre à Épinal. Yann Bello est accusé de vol en réunion, de non-assistance à personne en danger et de recel de cadavres. Il risque 5 années de prison. Raphaël Maillan, quant à lui, est accusé de meurtre. Il risque 20 ans d'emprisonnement, une peine d'autant plus lourde que l'homme a refait sa vie et qu'il est père de 2 jeunes enfants. J'avais dit à Maillan, avant le procès, je lui avais dit « Maillan, c'est le procès de l'intime conviction, vous serez ou bien, si Dieu le veut, vous serez acquitté, ou bien vous aurez 20 ans. » La famille de Valérie se dirige vers la salle d'audience principale et n'a qu'une question en tête. Raphaël Maillan a-t-il pu tuer leur fille? On a l'impression d'une ambiance extrêmement lourde. Tout le monde était passionné par ce procès et tout le monde se sentait impliqué. On sent que cette affaire a clivé comme ça un peu les amis, les familles, et on a été à un moment donné prié de choisir son camp. Le procès n'est pas encore commencé, que déjà un élément influence les jurés. Étant accusé de meurtre, Raphaël Maillan ne bénéficie pas du même traitement que Yann Bello. Maillan devait, la veille du procès, se constituer prisonnier et il était dans le box encadré par 2 gendarmes. Quand j'arrive aux assises, je m'aperçois qu'il n'y a que moi qui ai les menottes, que Yann Bello est là et que lui n'a pas les menottes. Donc au niveau de l'équité pour les jurés, déjà, je m'aperçois qu'elle n'est pas là. Il y avait une profonde inégalité et de ce fait, la parole de Bello, qui était en liberté, devenait convaincante et forte, alors que la parole de Maillan, qui était en prison au moment du procès, devenait évidemment, comment dirais-je, faible et très peu audible. Dès le premier jour du procès, les parties adverses s'empoignent. Le ton est vif, la passion monte. Mais face aux accusations, l'attitude de Maillan déroute les jurés. Le jeune homme ne réagit pas, ou à peine. Maillan, à aucun moment, ne s'insurge. Maillan a le regard qui fuit. À aucun moment, Maillan, lorsqu'il dit « je n'ai rien fait », ne se tourne vers celui qui l'accuse. Il est là, il dit rien, il attend. Encore une fois, il croit que la justice va faire son chemin, qu'on va le reconnaître innocent. Les avocats de la partie civile et de Yann Bello entrevoient la faille et en profitent pour charger Maillan. Au fur et à mesure des interrogatoires, je me suis aperçu que c'était moi qu'on ciblait, et non Yann Bello. À la fin des débats, le public et les jurés se sont fait leur opinion sur les 2 hommes. Raphaël Maillan semble aussi imposant que hautain, tandis que Bello apparaît calme et sincère.
Après seulement 3 jours de débat, le jury se retire pour délibérer. Les assises, c'est toujours la roulette russe. On n'a pas de preuves matérielles, on n'a pas de véritable mobile convaincant. C'est un peu parole contre parole, c'est un peu un procès basé sur des impressions, sur du feeling, sur de la subjectivité. 14 mars 1997, la salle d'audience est surchauffée. Yann Bello et Raphaël Maillan attendent le verdict, mais ce dernier n'a plus beaucoup d'illusions. Même si au fond de moi j'ai toujours de l'espoir, j'y crois plus parce que j'ai vu comment sont présentés les débats. Il n'aura fallu que 3 heures de délibération aux 9 jurés pour établir le jugement. Il est 22 heures lorsque le verdict tombe. Ces 9 personnes vont dire oui, effectivement, Bello dit la vérité, oui, effectivement, Maillan est coupable. Monsieur Maillan est condamné à 17 ans de réclusion criminelle et Monsieur Bello n'a pris que 2 ans. À l'annonce du verdict, Raphaël Maillan s'effondre. C'est une catastrophe pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, parce que je m'étais reconstruit entre-temps, pour mes parents, voilà, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Il a l'air complètement hébété, il n'y croit pas, il se replie sur lui-même en larmes. Même l'avocat de la famille Bechtel est surpris de la sévérité du jugement. Raphaël Maillan est condamné à 2 ans de plus que la peine requise par l'avocat général. On a tous eu le sentiment, je me rappelle au moment du verdict, que Bello s'en sortait bien et Maillan payait ses silences. Raphaël Maillan est incarcéré au centre de détention d'Écrouves, en Meurthe-et-Moselle. L'appel en matière de crime n'existant pas encore, la défense se pourvoit en cassation. Il sera rejeté le 21 janvier 1998. L'homme reste incarcéré, et cette fois pour de bon. 10 années ont passé. Grâce au jeu de remise de peine, Raphaël Maillan est libéré. Nous sommes le 23 février 2004 et chose incroyable, l'homme a convié la télévision. Il faut dire qu'à peine sorti, Raphaël Maillan n'a qu'une obsession, crier son innocence. Au moment de ma libération conditionnelle, mon sentiment c'est de tourner une page, celle de la détention, mais c'est aussi d'en ouvrir une nouvelle, celle de me battre. Quand il ressort, il n'a de cesse, son premier projet, sa première obsession, c'est de demander la révision de son procès. Raphaël Maillan veut pouvoir marcher la tête haute. Il va se battre aux côtés de sa nouvelle avocate. Lorsque j'ai pris connaissance du dossier, je vous avoue que j'étais stupéfaite. Je n'avais jamais vu ça. Pour que son procès puisse être révisé, Raphaël Maillan et son avocate misent sur les progrès de la science. On avait fait une demande de conservation des scellés en espérant qu'avec une reviature dossier, on pourrait faire analyser le torchon et faire des recherches ADN. Il dit il faut qu'on regarde dans les scellés, maintenant on a l'ADN, on peut prouver des choses, regardez les gars. Malheureusement, Raphaël Maillan apprend que les scellés, chose incroyable, ont été détruits quelques mois plus tôt suite à une erreur matérielle. Il s'avérait que ces scellés ont été détruits le 12 novembre 2003, à la même date que ce jugement de libération conditionnelle. C'est une coïncidence pour le moins étrange. Pour autant, Raphaël Maillan ne baisse pas les bras. Son avocate va alors mettre en avant un autre élément contradictoire, la datation de la mort de Valérie Bechtel. Ils vont obtenir le témoignage du légiste de l'époque qui admet qu'il pourrait y avoir une interprétation sur la date de la mort. D'après de nouvelles études médico-légales, c'est dans la nuit de dimanche à lundi 12 août 1991 que se serait produit le meurtre, et non le samedi comme le médecin légiste l'avait affirmé à l'époque. Or, Raphaël Maillan a un alibi pour ce soir-là, il dînait avec sa sœur. Mais la cour d'appel n'est pas convaincue. Le deuxième procès en révision est rejeté, puisqu'il ne s'agissait pas d'un élément suffisamment nouveau. Son combat se termine donc en 2006 par un double échec. S'il est libre, Raphaël Maillan reste officiellement un meurtrier. Cependant, un événement survenu récemment pourrait bien relancer cette affaire. 18 juillet 2011, 20 ans après la mort de Valérie Bechtel, Yann Bello est soupçonné d'avoir tué sa femme.
Et cela dans des circonstances étrangement similaires au meurtre de Valérie Bechtel. Yann Bello a 41 ans, il vit à La Rochelle, il s'est marié avec une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, et puis ce couple se sépare avec un enfant au milieu. C'est un divorce terrible, lui il veut garder son enfant, un enfant qu'il aime. Elle part, il n'en peut plus, il essaie de la convaincre, reste, c'est une dispute, ça tourne mal, il la frappe et il finit par l'étrangler. Yann Bello se fera arrêter quelques heures plus tard, il sera mis en garde à vue et rapidement il avouera. Il dira oui, j'ai pété les plombs, je l'ai tué. Yann Bello a avoué son geste sans pouvoir l'expliquer. Il évoque un crime passionnel. Tant qu'il n'est pas jugé, il reste présumé innocent. Mais un détail dans ce crime va particulièrement attirer l'attention des enquêteurs. Et chose incroyable, on découvrira qu'autour de son cou, elle a une serviette. Elle a été étranglée par une serviette. Et là, tout de suite, on plonge 20 ans en arrière. On se dit, non mais c'est pas possible. C'est comme avec Valérie. Il y a une symétrie sur la mort par strangulation. Il y a une symétrie sur la souffrance qui a précédé la mort. Donc à 20 ans d'intervalle, quasiment jour pour jour. Les points communs sont troublants. Et Sylvie Noakovic, avocate de Raphaël Maillan, décide d'appeler son client. Mon premier sentiment, c'est de dire rien n'a été fait avant, il faut une nouvelle victime pour qu'on reparle de moi. Raphaël Maillan en est persuadé. La tragique mort de la femme de Yann Bello pourrait lui permettre de prouver son innocence. En octobre 2011, il dépose donc une troisième demande de révision. La défense de Raphaël Maillan va demander que le dossier de Valérie Bechtel soit relu à la lumière de la violence et de la portée des faits de La Rochelle. Mais pour l'ancien avocat de Yann Bello, il n'y a pas lieu de réouvrir l'affaire Bechtel. Yann Bello, je l'ai toujours vu reconnaître ce qu'il avait fait. Et je pense, très honnêtement, que s'il avait participé d'une quelconque façon, je dis bien d'une quelconque façon, au crime proprement dit, de Valérie Bechtel, il l'aurait dit. Chose rarissime, le 23 janvier 2012, la commission de révision des condamnations pénales a ordonné un supplément d'information. Pour Raphaël Maillan, c'est un pas de plus vers une révision et peut-être même un nouveau procès et du coup pour lui l'espoir d'être innocenté. En attendant, pour la justice française, Raphaël Maillan reste le seul coupable du meurtre de Valérie Bechtel.